On va partir sur le terrain du côté de Ceuta, retrouver Thibaut Marcheteau et Malo Steiner. Bonjour et merci à tous les deux d'être sur nos deux antennes. Thibaut, on va reparler de la date du 15 août qui est toujours dans toutes les têtes, dans les têtes des autorités espagnoles bien sûr, mais aussi marocaines, puisque même le porte-parole du ministre de l'Intérieur a communiqué à ce sujet. Absolument, Elodie, c'est une date qui est crainte par les deux pays frontaliers, l'Espagne et le Maroc. Et vous l'avez dit, le porte-parole du ministère de l'Intérieur s'est exprimé hier et a affirmé que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour contrer toute tentative de passage illégal et intercepter toute personne cherchant à y participer. Un message clair, donc on apprend également que le Maroc a interpellé certaines personnes qui étaient à l'origine de ces fausses informations qui sont partagées et relayées sur les réseaux sociaux, mais aussi des messageries cryptées. On sait donc que le Maroc souhaite donc interpeller ces personnes qui relaient ces fausses informations. L'Espagne également prend aussi cette date du 15 août très au sérieux avec des renforts conséquents qui sont arrivés dans l'enclave de Ceuta. Des images derrière moi que je vais décrire pour les auditeurs d'Europe 1 avec des camions anti-émeutes et la police, une police spécialisée contre les violences urbaines, les émeutes, ainsi que de nombreux militaires. On parle de 2000 militaires appuyés par des bateaux ainsi que des moyens aériens conséquents, des hélicoptères et des drones notamment. Tout est fait donc pour éviter une nouvelle crise migratoire comme celle qui est arrivée à la fin du mois de juillet dernier. Quand vous évoquez la date du 15 août, Thibaut, avec des habitants soit de Ceuta ou d'Algeciras où vous étiez précédemment, dans quel état d'esprit sont-ils ? Eh bien écoutez, il semble, il faut le dire, rassuré parce que depuis le début de cette crise migratoire, plusieurs officiels du gouvernement espagnol sont venus ici dans l'enclave de Ceuta, ce qui est assez rare, notamment le ministre des Affaires étrangères qui a affirmé qu'il était depuis le début de cette crise migratoire en contact permanent avec son homologue marocain. On voit aussi tous ces renforts, on les constate dans la rue, à proximité notamment des endroits stratégiques, que ce soit à proximité des supermarchés, mais aussi de la gare maritime. On voit l'armée, on voit des blindés dans les rues, ce qui, il faut le dire, rassure les habitants de Ceuta, même s'il y a cette crainte de revivre ce qu'il s'est passé il y a 15 jours maintenant avec cette gigantesque vague d'immigration. On sait que 80 000 personnes sont rentrées selon le gouvernement espagnol dans l'enclave qui en compte autant d'habitants. La population a donc doublé en l'espace de 2 jours seulement et selon le président de Ceuta, Juan Vivas, il en resterait encore aujourd'hui entre 8 et 11 000. Merci beaucoup Thibaut Marcheteau et Malo Steiner qui vous a accompagné pour ce duplex. On va écouter une autre réaction des autorités espagnoles, celle de José Manuel Albares, c'est le ministre des Affaires étrangères espagnol. Écoutez justement ce qu'il disait sur ses liens avec les autorités marocaines. Hier, le ministre de la Justice marocain a parlé des mineurs qui sont entrés irrégulièrement à Ceuta. Dès le début, l'intention du Maroc a été que leur retour ait lieu immédiatement. Ils n'ont demandé aucune contrepartie en échange. On va l'évoquer également avec François Costantini. Bonsoir, vous êtes géopolitologue. On vient de l'entendre à la fois dans ce que décrit Thibaut Marcheteau, dans ce que dit ce ministre des Affaires étrangères espagnol. Il y a véritablement en fait une guerre de communication qui est en train de se jouer entre les autorités espagnoles et les autorités marocaines. Tant ils disent qu'ils travaillent de concert et que la situation est sous contrôle, tant ils s'envoient un certain nombre de pics pour dire à leurs populations respectives « le problème ne vient pas de moi, il vient de l'autre côté ». Oui, bonsoir Elodie. Comme vous l'avez dit, c'est justement une guerre de communication dans tous les sens, puisque c'est la communication, notamment dans les réseaux sociaux, les boucles WhatsApp cryptées. On accuse même une boucle WhatsApp importante d'être localisée à partir d'un numéro algérien. Et là, par contre, les gouvernements se rejettent les responsabilités. En effet, les deux pays sont en quelque sorte aujourd'hui à la croisée des chemins. Qui porte un certain nombre de responsabilités? Est-ce que c'est l'Espagne, notamment avec la véritable pompe aspirante qu'a constitué l'annonce de la régularisation massive d'au moins un demi-million de migrants illégaux par le gouvernement de Pedro Sanchez, ou est-ce que c'est le Maroc qui, notamment lors de la vague d'il y a 10 jours, n'a pas empêché notamment les migrants illégaux, parmi lesquels se trouvait d'ailleurs un certain nombre conséquent de Marocains, il faut quand même le souligner, même s'il y avait beaucoup de migrants illégaux qui étaient issus de régions d'Afrique subsaharienne. Là, véritablement, les deux pays ont en tout cas une responsabilité. La pression est en tout cas beaucoup plus aujourd'hui sur les épaules du Maroc, avec cette date du 15 août qui est hélas attendue.
Alors évidemment, pour l'instant, tout le monde dit que cette date du 15 août ne serait qu'une rumeur. Et d'ici quelques jours, on va voir si elle se confirme ou non. Il y a quand même ce renforcement de moyens que Thibault nous développait il y a quelques minutes. On se dit pour l'instant, on déploie beaucoup de moyens, comme à chaque fois qu'il y a une crise. Mais ce n'est pas parce que le 15 août, il ne se passerait rien éventuellement que une nouvelle vague migratoire ne peut pas avoir lieu plus tard. Et on imagine en fait assez mal ce déploiement de moyens mis en place ces jours-ci rester de manière pérenne. Non, comme vous l'avez dit en tout cas, puisqu'il y a quand même un certain nombre de problèmes structurels qui sont à l'origine de cette vague migratoire. Il y a, comme nous l'avons dit, la régularisation des sans-papiers, mais il y a également l'arrêt récent de la Cour suprême espagnole qui interdit notamment tout refoulement et tout renvoi systématique des migrants illégaux qui arriveraient sur les enclaves de Ceuta et Melilla, parce qu'il faut oublier qu'il y a également une autre voie d'entrée qui est l'enclave de Melilla, qui pourrait être aujourd'hui également visée par les vagues de migrants illégaux. Donc il y a quand même un certain nombre de questions, disons, politiques, pour pas dire métapolitiques et juridiques, qui sont à résoudre, notamment sur les positions du gouvernement espagnol. Et de façon générale, il faut aller plus loin, notamment des pays membres de l'Union européenne, avec le pacte asile et immigration, en effet, qui organise quand même, dans une certaine mesure, notamment toute cette vague d'invasion migratoire. Vous le disiez, forcément, l'Union européenne, elle est au centre de cette problématique. Mais rien que sur ce pacte asile-immigration, on voit que certaines dispositions ne seront pas appliquées par la France. Emmanuel Macron l'a annoncé. On voit que les pays membres de l'Union européenne n'ont pas eu du tout les mêmes réflexes et la même stratégie vis-à-vis notamment de l'Espagne. Et on voit aussi pourquoi ça coince, parce qu'on envoie sans cesse des messages, à savoir que l'Union européenne étant assez incohérente en réalité entre ses membres, c'est facile aussi de jouer avec nos règles. Nous-mêmes, on n'est pas d'accord sur celles qu'il faut appliquer ou non. Bien sûr, les flux de migration illégale s'engouffrent dans les brèches qu'on l'ouvre, les positions du gouvernement espagnol. Quant à celle d'Emmanuel Macron, là, c'est assez quand même curieux et paradoxal de la part d'Emmanuel Macron, qui depuis 9 ans se targue d'être le président qui a transposé le plus du droit européen, d'être proche d'un taux de 100% de transposition du droit européen au droit français, de ne pas appliquer le règlement retour, qu'il faut rappeler, est d'application immédiate et obligatoire. Donc on voit que Emmanuel Macron, en effet, passe par-dessus bord, en effet, le droit européen, dont il prétend être le parangon en permanence. Et sur l'Union européenne, sur Schengen, de toute façon, aujourd'hui, Schengen est un monde vérité. Pour reprendre justement une comparaison d'Emmanuel Macron avec l'OTAN, est-ce que Schengen n'est pas en état de mort cérébrale? C'est-à-dire qu'à partir du moment où, si vous voulez, un pays ne respecte pas les règles, finalement, tout le système explose. Et aujourd'hui, en effet, il faut que Schengen soit réservé aux seuls Européens, supprimer le visa Schengen et faire en sorte que dès qu'on pose le pied, en effet, sur un État membre de l'Union européenne, on ne soit pas admis au séjour dans l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Donc il faut revoir, en effet, tout le mécano de Schengen qui existe depuis 41 ans et qui aujourd'hui a montré qu'il était totalement à bout de souffle et en plus était un mécanisme dangereux pour les peuples européens eux-mêmes. Merci beaucoup François Costantini d'avoir été avec nous sur CNews et sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes politologue. C'est vrai que cette crise, Joseph, montre un certain nombre de limites sans doute de l'Union européenne, à commencer par celle que vient d'évoquer François. C'est en fait, on voit que dans l'Union européenne, un seul pays membre peut décider de dire « moi je lance un appel d'air ». Mécaniquement, on devient tous concernés. C'est-à-dire que ça marche plus d'ailleurs en général quand on lance l'appel d'air que pour ceux qui veulent fermer les frontières. Ça marche davantage dans ce sens-là. Bien sûr, parce que des frontières, c'est quoi? C'est une chaîne. Il suffit qu'il y ait un maillon qui s'ouvre pour que la chaîne ne serve plus à rien. Et c'est exactement ce qui se passe. Où on a des politiques cohérentes, comme on nous avait promis pour la formation de l'Europe. Nous avait promis des frontières sûres en disant c'est pas grave, chacun va veiller à ses frontières. C'est pas le cas. Les règles sont différentes. Il y a les appels d'air différents. Il y a aussi ceux qui ne veulent pas voir. Moi, j'étais frappé il y a 3 jours par le ministre délégué de l'Intérieur, Didier Berger, qui nous disait tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Ceux qui vous montrent des images, ce sont forcément des méchants d'extrême droite. Non, c'est la réalité, monsieur Berger. Et si on nie la réalité, on ne peut pas traiter les problèmes, on ne peut pas protéger nos frontières. Et aujourd'hui, on voit qu'effectivement, il y a des gens qui sont des bandits, qui font de l'argent, qui font passer des gens sur le continent européen. C'était prévisible, c'était prévu, c'est la vérité. Et on a un ministre délégué de l'Intérieur qui nous dit « Non, non, si vous dites ça, c'est que vous êtes d'extrême droite ». Monsieur le ministre, personnellement, je ne suis pas d'extrême droite.
mais je vois le réel. Oui, et puis on rappelle aussi, Lara Tchekhov, que c'était d'ailleurs la même ligne tenue par Laurent Nunez, où très vite, il a expliqué que les images vues à Ceuta, il ne fallait pas les voir, qu'il y avait tout un tas d'instrumentalisation, que Schengen n'était pas le problème, mais la solution. C'est-à-dire que la ligne française, elle est vraiment de dire, ils sont déjà en Espagne, venez chez nous, puisque de toute façon, il n'y a pas de problème. Oui, il avait même parlé d'ingérence étrangère, en signifiant que certaines des images pouvaient potentiellement être de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai du mal à comprendre la position du Maroc, parce que là, durant la crise en été 2026, ils ont en effet fermé les yeux, mais il y avait quand même un effet d'entraînement qui était qu'ils auraient pu anticiper, notamment sur les réseaux sociaux, avec des amis qui étaient déjà partis, des vidéos, des messages sur les réseaux sociaux et des appels à tenter la traversée qui circulaient sur WhatsApp, etc. Ils ont fermé les yeux. Et je rappelle également qu'il y a déjà eu une crise en 2021 à Ceuta. Il y a eu une énorme crise où le Maroc avait relâché fortement ses contrôles aux frontières dans une crise diplomatique avec l'Espagne, parce qu'à ce moment-là, l'Espagne avait accueilli secrètement Brahim Ghali, qui était le chef du Front Polisario à l'époque. Et Rabat était furieux contre Madrid. Et à ce moment-là, ils avaient volontairement abusé, si vous voulez, ils avaient volontairement ouvert les frontières à nouveau. Donc on peut saluer effectivement que là, il y a un renforcement des contrôles aux frontières avec l'armée, etc. Mais on a quand même du mal à saisir la position du Maroc, parce que c'est les migrants marocains qui arrivent en Espagne, il y en a tous les jours. De Tanger, des migrants qui partent de Tanger, qui passent de détroit de Gibraltar pour arriver à Tarifa, ce sont des arrivées qui sont beaucoup plus discrètes via des petites barques, etc. Mais elles sont quotidiennes. Lara Tchekhov a raison, les services de renseignement marocains sont de bons services. D'ailleurs, ils nous aident beaucoup dans la lutte antiterroriste. Merci à eux. Merci à tout ce travail qui est fait. Mais on ne nous fera pas croire qu'ils n'avaient pas vu qu'une telle masse arrivait vers la frontière et risquait de passer en flot la frontière.